Des fois, quand je rencontre les gens, ils se présentent tous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je fais ça, moi, je fais ceci. Et moi, je suis là, moi, je fais rien. Et à chaque fois, je me pose la question, en fait, je renvoie quoi comme image? Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 29 ans, je suis originaire du Burundi, un petit pays de l'Afrique de l'Est. Je suis arrivé en France, c'était en 2019, du coup, c'était juste pour continuer mes études. J'avais déjà commencé des études de droit à la Sorbonne au Caire, et là, j'étais venu pour continuer en master sur l'île. Du coup, là, j'étais là pour faire du droit. Et j'avais pu continuer du coup en droit international européen et spécialisation en droit pénal international. Pourquoi je suis resté en France, c'est que j'avais pas trop la possibilité du coup de rentrer chez moi au pays pour des raisons de sécurité. Du coup, j'avais fait une demande d'asile du coup pour pouvoir avoir la protection internationale et du coup j'ai pu avoir le statut de réfugié. C'est ainsi que je me suis retrouvé à rester en France. J'avais déjà commencé à vivre à l'étranger un peu tout seul au Caire et que vu avec la mondialisation, la télévision, etc., avec la culture française qu'on voyait à travers la caméra. J'ai pas été trop dépaysé. C'était plutôt le côté société un peu individuelle. Vous avez l'habitude d'être dans une collectivité, dans une communauté où on s'aidait un peu entre tous. C'était ça, c'était un peu le choc où je me suis retrouvé un tout petit peu tout seul. Du coup, j'ai un peu su m'adapter. Heureusement, du coup, j'ai croisé beaucoup de personnes, surtout à la Croix-Rouge. Du coup, comme je voulais pas du tout m'ennuyer, que je voulais donner de mon temps, je me suis engagé du coup dans du bénévolat. J'ai commencé à faire de la distribution de colis alimentaires et après je me suis dit je vais quand même évoluer. J'aime bien le secours à personne. Je me dis pourquoi pas faire du secourisme. Et du coup j'ai commencé à faire du secourisme, c'est ce qu'on appelle le PSE, équipier secouriste. Je suis quelqu'un de très actif du coup et je m'ennuie très rapidement. Je me suis dit ça me suffit pas. Vas-y fais-en encore plus. J'aimais bien la formation. Du coup j'ai commencé à faire de la formation. Je suis devenu formateur de premier secours civique de niveau 1, ce qu'on appelle le PSE1. J'ai adoré. Du coup, j'ai adoré faire les formations. Ça me permettait de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir leur parler du mouvement. Je me sentais aussi également utile pour la société. Je faisais quelque chose. Et du coup, après, j'ai un peu évolué dans la formation, aussi dans mon bénévolat. Je suis passé cadre et j'ai un peu évolué ainsi. Je suis passé chef d'intervention. Chef d'intervention, c'est on dirige une équipe de secouristes. Et là, dernièrement, le week-end dernier, je suis passé également chef de dispositif de petite envergure. Ça me permet encore d'avoir cette expérience en management aussi également. Et je fais encore d'autres trucs dans le recrutement, dans l'intégration d'autres nouveaux bénévoles, avec des visios de recrutement. Du coup, je suis un touche à tout, on va dire. Ce que j'aime souvent à la Croix-Rouge, c'est les principes et valeurs de l'association. C'est des principes d'humanité et d'accueil inconditionnel et également d'impartialité. Ça veut dire qu'on accueille tout le monde sans distinction de sexe, de couleur, d'orientation sexuelle. Du coup, c'est un melting pot de personnes qui viennent là pour pouvoir aider d'autres personnes. C'est souvent des gens très gentils aussi. Ils traversent également des difficultés dans la vie, mais c'est des gens très résilients. Ça t'apprend quand même à relativiser un tout petit peu dans la vie et à aussi être satisfait de ce qu'on en a, quoi. J'ai fait beaucoup de régions grâce à la Croix-Rouge. Ça m'a permis de connaître la France déjà. Du coup, de mieux m'intégrer, de rencontrer des personnes, de me créer un réseau, que ce soit un réseau d'amis ou un réseau professionnel. C'est ce que j'aime à la Croix-Rouge. Ça me permet également, du coup, d'occuper mon temps libre. J'en ai beaucoup parce que, pour le moment, je n'arrive pas, en fait, à me trouver de travail. Pourquoi? Il y a des limites administratives. Certes, j'ai un statut de réfugié, qui est un statut de protection internationale. Mais pour pouvoir travailler en France, il faut souvent avoir un titre de séjour. Et le titre de séjour, il faut un temps pour l'avoir, de ce que je comprends. Et ça fait quand même un peu trop longtemps que je l'attends, ça fait au moins une année. J'ai le droit de séjourner en France, mais on nous donne ce qu'on appelle des récépissés. Ces récépissés, c'est des récépissés de très courte durée. C'est un récépissé de 3 mois, par exemple. Sachant qu'en France, surtout dans mes études à moi qui ai fait du droit, surtout du droit international ou de droit pénal international, c'est souvent des contrats à longue durée ou soit c'est des CDI. Ce qui me bloque, du coup, dans mes recherches de travail, ou même si j'ai des entretiens, les ressources humaines n'arrivent pas à m'embaucher parce qu'à chaque fois, on me ressort la même excuse. Mais monsieur, votre titre de séjour expire dans 1 mois ou dans 2 mois. On ne peut pas vous signer de contrat. Et du coup, c'est derrière aussi ce qui fait qu'on a quand même un peu de mal à s'intégrer et aussi à s'insérer dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. On répond aux clichés que l'on se fait de l'étranger qui arrive en France, du migrant qui arrive en France, qui est là que pour profiter des minima sociaux, des aides, alors que non, derrière, c'est des gens qui veulent bien travailler. C'est qu'on ne nous permet pas de travailler dans les domaines dans lesquels on a été formé pour. Certains me répondraient en me disant Kevin, t'as qu'à faire de la planche, par exemple. Ce n'est pas que je dévalorise ce métier-là, mais derrière, je me dis, si j'ai fait une formation, c'est que je voulais
faire du droit. C'est ma passion de défendre les autres personnes. Moi qui viens d'un pays qui a connu la guerre civile, pour des raisons personnelles aussi qui m'ont poussé à demander l'asile, je comprends qu'il faille défendre des personnes. Du coup, là, je suis un peu bloqué. Mais grâce à la Croix-Rouge, ça me permet quand même de sortir le matin, de sortir de ma journée, d'avoir un agenda, de pouvoir planifier. Parce que du coup, on a souvent des personnes comme moi, réfugiés, qui ont des précarités administratives, si on peut utiliser le terme. On a également aussi du mal à se projeter dans le futur. Je le vois souvent avec mes amis qui me posent des questions. Kevin, là, on est en train de prévoir un voyage pour aller à Berlin. Moi, souvent, ma réponse est le mois prochain, je sais pas où je suis. Est-ce que mon titre de séjour sera renouvelé, premièrement, et est-ce que j'aurai aussi les moyens? Du coup, ça me bloque un peu partout. Je n'arrive pas à sociabiliser pour mon bien-être aussi personnel. Des fois, voyager, c'est pas mal. Souffler un tout petit peu. Il y a quand même certains blocages. On se réveille sans savoir ce qu'on va faire de sa journée. C'est à part regarder la télévision, jouer à des jeux vidéo si on en a la possibilité. Du coup, c'est pour ça que, comme je m'ennuie beaucoup et que je suis très actif, j'essaie quand même de me trouver ces activités-là que je ne peux que retrouver dans du bénévolat. Ou soit je fais de l'auto-formation. Je me dis qu'en face d'un recruteur, on va forcément me poser la question. Monsieur Umukundi, pourquoi ça fait 2 ans, il y a un trou de 2 ans sur votre CV, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 2 ans? Derrière, je peux le justifier en disant, ces 2 ans, moi, je me suis formé. Je me suis formé à telle chose ou à telle pour pallier à ce manque de terrain. Il faut pas se le mentir, j'ai 29 ans, je pense pas que ce soit un âge idéal pour un premier métier. En France surtout. Ça, je sais que c'est un handicap. Je le vois souvent sur les offres d'emploi. On demande 2 ans d'expérience, par exemple. En France, vous avez la chance d'avoir un service d'accompagnement, par exemple France Travail, que vous avez, du coup, qui accompagne les gens comme moi en recherche de travail. Mais souvent, ce n'est pas adapté à certaines candidatures. Par exemple, comme moi, qui suis un réfugié, France Travail ne comprend pas le concept d'un réfugié. Pour eux, je suis une personne qui, depuis 2 ans, ne veut pas travailler. Du coup, je dois justifier ce que je suis en train de faire. Je dois justifier que j'ai fait des recherches d'emploi pour pouvoir, du coup, toucher ces allocations qui me permettent quand même de survivre, on va dire, pas de survivre. Du coup, je suis obligé de faire ces démarches-là, de postuler, sachant très bien que je ne vais pas le faire. Il manque quand même un accompagnement dédié aux personnes réfugiées. Des fois, on se rend pas compte. Le travail, pour son estime de soi, c'est hyper important. De pouvoir vivre de ses propres moyens. Et c'est aussi surtout sur l'image que je renvoie aux autres personnes. Des fois, quand je rencontre les gens, ils se présentent tous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je fais ça. Moi, je fais ceci. Et moi, je suis là. Moi, je fais rien. Je sens le malaise. Le malaise, ça se voit un tout petit peu. Et à chaque fois, je me pose la question, en fait, je renvoie quoi comme image? Surtout des gens qui me connaissent depuis 2 ans, qui me voient toujours sans travailler. Est-ce que cette personne-là le veut vraiment? C'est un fainéant comme pas possible, etc. C'est ouvert. Bienvenue à l'Oasis. On a mis en place cette Oasis. Ça a été créé il y a quelques mois. Du coup, c'est un lieu qui accueille des personnes qui ont des rendez-vous avec l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Là, on a un espace où les gens peuvent venir s'asseoir, lire des livres, prendre des petites collations. On a également pensé aussi aux familles qui ont des enfants pour pouvoir aussi occuper les enfants. On a un petit coin art où des gens vont venir dessiner, faire des dessins. Ça permet d'extérioriser, ça guérit aussi. Il faut savoir qu'un entretien à l'OFPRA, c'est assez stressant. C'est des personnes qui vont revivre leur histoire, qui vont revivre leur trauma, qui vont devoir expliquer pourquoi ils sont là. Du coup, on a un petit coin musique, relaxation. Des fois, des gens, ils ont besoin de se préparer à l'entretien. C'est l'entretien d'une vie. Le statut de protection de réfugiés, c'est pas seulement un sésame, ça conditionne leur futur. Parce qu'ils fuient des persécutions dans leur pays. C'est-à-dire que s'ils se ratent avec l'entretien à l'OFPRA, ils doivent retourner dans leur pays. Ils risquent la prison ou la mort. Et là, du coup, c'est le petit box. C'est les personnes SSOA à l'intérieur. Du coup, en face à face avec la psy. Et dès qu'on ferme la porte, c'est insonorisé, on n'entend plus personne. Et du coup, ça permet de libérer certaines blessures et de faire un accompagnement après derrière. Nous, à notre époque, il n'y avait pas ça. Moi, quand je suis venu à l'OFPRA, j'étais tout seul, je ne savais pas où aller. Je suis venu, on dirait, il y avait 1 heure ou 2 heures d'attente à l'extérieur, dans le froid. Des fois, on ne voit pas l'impact de notre bénévolat. Mais là, quand même, on se dit, ça s'est réalisé. On a fait le petit tour, on se dit, quand même, j'ai participé dans la maquette, quoi. Quand on a ce petit projet-là, ça rebooste encore en estime de soi.
le suivi psychologique pour les personnes réfugiées, je trouve aussi qu'il y a un certain manquement. Moi, j'avais eu de la chance quand j'étais du coup étudiant, j'étais suivi par des psychologues de l'université de Lille. Du coup, on avait accès à ces services de soins et santé et gratuits du coup pour nous. Mais c'était un peu pareil. Les psychologues étaient aussi honnêtes avec moi et qui me disaient, là, ce sera quand même une béquille. Vous avez besoin d'un peu plus de spécialisation, par exemple, sur tout ce qui était suivi post-traumatique, tout ce qui est stress post-traumatique, chose qui n'est pas très accessible gratuitement. Moi, je sais que du coup, on m'avait orienté vers des psychiatres aussi. Psychiatre, c'était pareil, c'était le même discours. Monsieur, il vous faut tel accompagnement. Mais tel accompagnement, il faut payer autant. Du coup, quand on n'en a pas les moyens, du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu la même chose et sur le marché du travail. Hein. Des fois, on se demande la question pourquoi les gens veulent pas aller travailler, etc. Des fois, on n'a pas le moral aussi. On a quand même des blessures à penser. Du coup, tant que ces blessures-là ne sont pas pensées, on n'a pas le cœur à vouloir travailler. Je trouve pas ça normal qu'une personne réfugiée se retrouve tout le temps seule chez elle, sachant qu'il y a un vécu derrière. Il faudrait quand même un accompagnement un peu plus, hein, qui pourrait permettre aussi une bonne intégration. Des fois, on nous reproche de rester souvent en communauté, etc. C'est souvent, on va rester en communauté parce que c'est des gens qui ont vécu la même histoire que nous. On se comprend entre nous. Du coup, des fois, on se retrouve en faisant un entre-soi involontaire, hein. Bien sûr, et on retombe encore dans les clichés. Et les personnes immigrées, c'est que du communautarisme, ils s'adaptent pas à la société. Peut-être c'est la société qui soit ne s'adapte pas à nous, ne nous accompagne pas pour pouvoir se relever. Me projeter, c'est une chose que j'arrive pas du tout à faire. Pourquoi j'arrive pas à le faire? Parce que je me suis déjà retrouvé du coup dans des situations où je deviens en une semaine ou 2 semaines en situation d'irrégularité, parce que du coup, le récépissé n'a pas été renouvelé à temps. Il n'est jamais renouvelé à temps. Hein. Sachant que je garde toujours le statut de réfugié, mais je suis en situation irrégulière. Une fois, je sortais pour aller voir une amie, j'étais à la gare. Du coup, ça faisait une semaine que mon récépissé était périmé, du coup, qu'il n'avait toujours pas été renouvelé. Je me suis fait arrêter par la PAF. J'ai passé une nuit en prison. Ils appellent pas ça une prison, ils appellent ça en rétention. Et pour moi, ça reste une cellule. Hein. C'est un policier qui ferme la porte, grillé, etc. Pour moi, j'étais en prison. C'est le ressenti que j'ai eu. J'ai passé quand même toute une nuit en prison, de 20h à midi. Sachant que j'ai un statut de réfugié. Je pense que c'est assez compliqué de se projeter en se disant j'ai un statut de protection internationale dans un pays, j'arrive quand même à dormir en prison. C'est quand on sort, on se pose toujours la question, est-ce que je vais me faire contrôler? Alors on sait très bien qu'on est en situation de régularité, mais on se dit, est-ce que si je tombe sur un policier zélé qui me dit, moi j'ai juste besoin d'un titre de séjour, t'as pas de titre de séjour, je t'amène en rétention pour te poser des questions. Et aussi, des fois, quand on dit se projeter, dans la projection, c'est se dire, ok, dans 2 ans, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans une maison? Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je ne suis pas en couple? Par exemple, quand on parle de couple, souvent se projeter aussi, c'est ne pas être seul. Moi, des fois, je me pose la question, quel partenaire accepterait d'être en couple avec quelqu'un qui travaille pas, par exemple? Ça, déjà, la vie de couple, je ne me vois pas déjà en vie de couple, là, pour le moment, à l'instant T. Je me dis, je vais pas infliger ma vie, cette vie que j'ai actuellement à quelqu'un d'autre. Et c'est financièrement aussi, c'est pareil. Je me dis, j'ai 29 ans, je regarde mes amis, eux, ils pensent à acheter, par exemple. Se projeter, ça devient... pour le moment, j'y pense même pas. En fait, j'y pense. Ça me rend un tout petit peu anxieux, mais j'ai pas de solution. Je pense que je suis assez intégré. Mes amis se moquent un tout petit peu de moi parce qu'ils me disent, Kevin, t'es un peu plus français que nous. Du coup, moi, c'est mes références cinématographiques. Hein. Quand on me dit, Kevin, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Quand je regarde du Candice Renoir, que mes musiciens préférés, c'était Patrick Bruel, etc. J'ai quand même une certaine culture française que je connaissais bien avant, du coup. En termes d'intégration, je pense que dans la société, non, je me sens à l'aise quand même. Je ne me sens pas du tout exclu. J'en apprends encore. On apprend toujours, hein. Mais j'ai pas de ce souci où je me dis, non, je suis pas intégré dans la société française. Et en plus, ce qui est très bien dans la société française, c'est qu'elle est aussi également hétéroclite. Hein. Ici en France, vous avez très peur de parler de race. Mais
Quand je marche dans la rue, je sais très bien qu'il y a des Français blancs, des Français noirs, des Français arabes, des Français asiatiques, etc. C'est quand les gens me regardent, je me dis que leur première pensée, c'est pas que je sois étranger. C'est ce qui me permet de me sentir aussi intégré. Il y a des gens qui me ressemblent, qui sont également français aussi. Je ne le suis pas, mais ça, non, ça me dérange pas. D'où je viens, le Burundi, on a 4 langues officielles, du coup. On parle le français, l'anglais, le kirundi et le swahili. Du coup, déjà, la langue n'a pas été un frein pour moi. Ça m'a permis quand même, du coup, de me créer ce réseau d'amis. Donc, c'est ça, le fait de voyager, de voir un peu de monde, que ce soit à la fac aussi. Oui, ça m'a quand même permis de m'ouvrir. J'ai pas une multitude d'amis, de toute manière, ça sert à rien, mais j'ai quand même un petit groupe d'amis sur lequel je peux compter, et ça me suffit. J'arrive quand même à avoir du Burundi. Ici en France, ça passe déjà par tout ce qui est culinaire, hein, tout ce qui est nourriture. J'arrive à quand même avoir certaines épices que j'avais de là-bas. Ça arrive à avoir certains produits comme de la banane verte, de haricots rouges, de cuisine à la manière à la burundaise. On a des restos africains qui font un tout petit peu les mêmes plats que chez moi. J'ai beaucoup de familles aussi en Belgique. Du coup, souvent, j'y vais là-bas. Ça me permet du coup de parler kirundi, de pouvoir manger un peu comme à la maison, d'avoir cette culture familiale, etc. On est tous à la maison. Maintenant, on a les réseaux sociaux, on a YouTube surtout. J'écoute beaucoup de la musique du coup traditionnelle burundaise. Quand je veux vraiment me rappeler du Burundi, j'écoute les chansons que j'écoutais quand j'étais enfant. Je me vois travailler dans l'humanitaire, surtout sur le terrain, que ce soit un terrain en guerre, pas que j'aime le conflit ou le chaos, mais c'est surtout des personnes qui ont besoin de voir des gens, qui ont besoin de voir du monde. C'est vraiment de l'aller vers. Ça, c'est vraiment mon projet. Si j'ai fait des études jusqu'à un bac plus 5, c'est quand même pour pouvoir avoir des postes à responsabilité, des postes de cadre à coordonner également. Moi, c'est plutôt coordonner sur le terrain. Je trouve qu'on est en face à la réalité, que derrière en bureau, on reçoit un mail pour nous dire que tel village a été attaqué ou telle personne a été victime de telles agressions ou pas, que d'être sur le terrain, c'est pas la même chose. Je suis pas quelqu'un de très sédentaire. J'aime bien bouger. Et ma mère, il fut un temps, elle aimait bien voyager. Du coup, je pense qu'elle m'a un peu filé cette graine-là de voyage, du coup, de pouvoir découvrir d'autres pays, d'autres mondes, d'autres cultures aussi. Non, je me vois vraiment faire des missions un peu ailleurs, que ce soit dans le Moyen-Orient ou l'Afrique. Non, je ne me vois pas vraiment rester à un endroit plus de 2 ans. Je pense que le jour où le fameux sésame arrivera, je pense que j'aurais été déjà dans un état où je me serais vraiment lassé de la situation, où j'aurais eu ce sésame pour avoir ce sésame-là. Je stresserais encore plus pour l'après. C'est sûr, ça va me libérer de quelque chose. Ça va me libérer, mais je ne serai pas autant libéré pour ça. Parce que du coup, il y aura encore d'autres démarches à faire. Par exemple, moi qui veux travailler dans l'international, il va me falloir un passeport, par exemple, si je veux voyager. Et le passeport, c'est encore les mêmes délais. C'est du 6 mois à 1 année. Du coup, ça va encore faire qu'il y aura encore 1 an où je serai un peu bloqué. Mais là, quand même, je pourrais encore postuler. Mais derrière, je repartirai toujours avec cet handicap-là en me disant, j'ai un trou de 3 ans. J'aime bien la France. C'est surtout la Croix-Rouge que j'adore. Ce qui me permet quand même de rester et de me dire que peut-être que ce que je vis là, en ce moment-là, dans 1 an, ça sera meilleur, quoi. Je pense que c'est cette résilience qu'on a. C'est pas pour dire que je suis très combatif ou quoi, mais je me dis qu'à un moment donné, ça va se résoudre. Je peux être très fataliste, mais pas défaitiste, on va dire.